Bien, correction, exercice 10, page 94. Donc, histoire d'un bobsleigh qui descend une piste. Bon, on a vu des vidéos de bobsleigh. On voit bien ce que c'est. Alors, grand A, étude de la phase de démarrage. Calculer l'accélération moyenne nécessaire au démarrage pour atteindre 40 km/h en 6 secondes. Donc voilà, on a deux données importantes ici. On atteint 40 km/h en 6 secondes. On a une vitesse, on a un temps. L'accélération, ici, donc on est au grand A. L'accélération, c'est une variation de vitesse sur une variation de temps. Donc on passe de 0 à 40 km/h en 6 secondes. 40 km/h, ça fait 11,1 mètres par seconde. Donc delta V, ça fait 11,1 moins 0, hein, mais je ne le mets pas ici. Divisé par le temps en 6 secondes. Donc on obtient donc des mètres par seconde par seconde. Donc on est bien sur une accélération. Donc on a 1,85 mètres par seconde moins 2. Voilà, première question, pas très difficile, pas besoin de voir toutes les informations qu'il y a autour. Deuxièmement, on suppose que l'accélération est constante durant la phase de démarrage. Et que les forces de frottement sont négligeables. Calculer la force de poussée nécessaire si le bobsleigh est vide. Alors, petit dessin quand même, on est en mécanique, donc bon, un bobsleigh, on va mettre ses petits patins. Alors qu'est-ce qu'on a comme différentes forces? Donc, comme d'habitude, le poids, la réaction du support, deux forces qui vont s'opposer totalement et qui ne travaillent pas puisqu'on est à l'horizontale totalement. Des forces de frottement, je les mets ici, mais on les suppose négligeables, je les mets quand même. Et une force de poussée, la force que exercent les 4 équipiers sur le bobsleigh. Donc on veut la force de poussée nécessaire, donc on veut F. Qu'est-ce qu'on sait? On connaît le principe fondamental de la dynamique qui nous dit que la somme des forces extérieures, de toutes les forces extérieures, est égale à la masse du système fois l'accélération, fois le vecteur accélération. Donc la somme des forces extérieures ici, ça sera P plus R plus F plus F, petit f et grand F. Mais P plus R égale 0, hein, P s'oppose totalement à R, puisqu'on est sur un sol qui est plat, et la réaction du support est exactement égale au poids. La force de frottement F est négligeable, donc il ne nous reste plus que grand F. Donc en fait finalement la somme des forces extérieures, c'est juste la force de poussée des 4 gars qui poussent sur le bobsleigh. Donc on obtient pour le principe fondamental de la dynamique F égale ma, qui peut s'écrire aussi au niveau numériquement, hein, on retire juste simplement les flèches de vecteur, donc F égale ma. F égale ma, donc application numérique, F est égal à donc 210 kg. Hein, 210 kg, c'est la masse à vide du bobsleigh. Donc ils nous font calculer au début la masse à vide du bobsleigh parce qu'au début, il n'y a personne dans le bobsleigh quand tout le monde pousse. Et l'accélération, c'est 1,85, donc on obtient 389 newtons. Voilà, voilà, donc ça c'était la partie A. Bon, après, la force de pousser si tout le monde est dedans, ce qui est un petit peu bizarre à calculer puisqu'il n'y a plus personne qui pousse si tout le monde est dedans. Mais bon, dans le principe, on peut comprendre pourquoi ils nous font calculer ça. Donc c'est M' fois A, donc M', c'est 630, ici, 630 kg. Fois 1,85, toujours. Donc on obtient évidemment une force de poussée beaucoup plus importante, 1167 newtons.
ABC, alors dernière question, bon, donner deux raisons qui justifient que les quatre équipiers poussent au démarrage puis montent à tour de rôle. Ben, au début, quand il n'y a personne dans le bobsleigh, il suffit de 389 newtons pour avoir une accélération de 1,85 m par seconde au carré. Et au fur et à mesure que les gars montent dans le bobsleigh, déjà, à chaque fois qu'il y a un gars qui monte, il pousse plus. Donc c'est 389 newtons, ben, il faut qu'au début ils sont 4 à pousser 389 newtons, après ils ne sont plus que 3. Et en plus, c'est plus que 389 newtons, puisque au fur et à mesure qu'il y a quelqu'un en plus dans le bobsleigh, il faut pousser de plus en plus fort, jusqu'à arriver à 1167 newtons. Donc bon voilà, je le mets pas à l'écrit, mais à l'oral, on aura compris pourquoi il faut qu'il pousse au démarrage, puis qu'il monte à tour de rôle. Deuxième partie, alors, au cours de la course. Donc on suppose que le bobsleigh et son équipage évoluent sur une portion de piste en ligne droite, descendante dont la pente fait un angle de 10 degrés avec l'horizontale. Donc il faut représenter l'effort subi par le système sur un schéma à l'échelle. Donc on a ici le poids qui est vertical. Donc le bobsleigh est ici, sans une pente de 10 degrés. Le poids est tout le temps dirigé vers le centre de la Terre, hein, ça ne changera jamais. Donc le poids ici, donc c'est P égale mg, hein, la masse fois la gravité. La masse, donc on a 630 kg, fois la gravité qu'on prend ici égale à 9,81. Donc on a 6180 newtons. Donc à l'échelle, hein, on vous dit de prendre un centimètre pour 1000 newtons. Donc il faut prendre donc un vecteur, enfin tracer un vecteur qui fait 6,18 cm de long. Donc ça fait 6,18 cm. Ensuite, le vecteur réaction du support. Alors le vecteur réaction du support, il est perpendiculaire au support, premièrement. Et deuxièmement, la somme du poids plus du vecteur réaction du support doit forcément être dans cette direction-là, dans la pente des 10 degrés, puisque la somme de ces deux vecteurs est égale à la résultante des forces, et l'accélération du bobsleigh va dans la direction de la résultante des forces. Et on sait que le bobsleigh, lui, va dans cette direction-là. Donc pour tracer la réaction du support, que je vais mettre, je ne sais pas, en jaune par exemple, il suffit de tracer quelque chose qui est perpendiculaire à la pente ici et qui aboutit ici au vecteur poids. Alors en jaune, je ne sais pas si on va le voir beaucoup, on va mettre une autre couleur. Voilà. Hop. Comme ça, donc voici le vecteur réaction du support. Donc tout ça c'est graphiquement hein, qu'on dessine tout ça. Voilà, donc en déduire graphiquement la résultante des forces. Donc la résultante des forces, elle est égale à P plus R. Elle est ici. La résultante des forces, on l'appelle dans ce dessin, bon, somme des forces extérieures, simplement. Voilà, c'est la somme de toutes les forces extérieures. Donc la somme du poids et de la réaction du support, on néglige les frottements, c'est un vecteur qui va dans ce sens-là. Donc j'ai fait le dessin à l'échelle sur un papier, hein, ici il n'est certainement pas à l'échelle, je l'ai fait à main levée. Donc on a ici une somme de forces extérieures, quand on mesure ça fait 1 cm. 1 cm, donc ça veut dire que la somme des forces extérieures a pour norme, je ne mets plus de vecteur ici puisque je parle de la norme, a pour norme 1000 newtons. Voici donc graphiquement la résultante des forces. Ça c'est la partie B hein, ici, hein, je peux le remettre ici, hein, donc somme des forces extérieures égale 1000 newtons. Partie C, déterminer la valeur de l'accélération subie
par le bobsleigh et son équipage sur cette portion de la piste. Le principe fondamental de la dynamique nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Donc l'accélération, c'est la somme des forces extérieures divisée par la masse, ce qui donne 1000 newtons sur 630 kg. Donc on a une accélération de 1,6 mètres par seconde carré. Question 2. Le bobsleigh est pourtant un sport dans lequel les accélérations sur certaines portions de la piste atteignent 5G. 5G. 5G, donc 5G étant finalement la gravité terrestre. Quand on dit 5G, ça veut dire 5 fois la gravité terrestre. Donc on nous demande de convertir ça en mètres par seconde. 5G, ça fait 5 fois G. 5G, ça fait 5 fois 9,81. Donc 5 fois 9,81, tout calcul fait, ça fait 49 mètres par seconde moins 2. C'est beaucoup plus important que ce qu'on a eu tout à l'heure, les 1,6 mètres par seconde dus à juste la pente. 49 mètres par seconde au carré. En déduire la valeur de la résultante des forces subies par le bobsleigh et ses 4 équipiers lorsque l'accélération vaut 5G. Donc encore une autre occasion de se servir du principe fondamental de la dynamique, soit somme des forces extérieures est égale à ma. Donc ici, on aura la somme de toutes les forces extérieures qui sera égale à 630 fois 49, donc m, la masse fois a. Donc on aura 30 kN, 30 900 newtons de force, ce qui est beaucoup plus important que les 1000 newtons dus juste à la pente. Alors on nous demande que peut-on supposer quant aux portions de la piste où de telles accélérations sont atteintes. On vous dit dans le document, on vous parle de la force centrifuge. La force centrifuge F est une force qui s'exerce dans les virages et qui a tendance à pousser le système radialement vers l'extérieur du virage. Donc oui, en effet, question C, que peut-on supposer quant aux portions de la piste? Ils sont dans les virages. Quand ils subissent 5G, c'est dans les virages. Dans les virages, et à la force due au poids et à la pente, qu'on avait ici tout à l'heure, vient s'ajouter une force centrifuge due au changement de direction. Donc c'est dans les virages que ça atteint 5G. Correction de l'exercice 11, page 94. Donc Martin se prépare pour participer à une course de caisse à savon. Il a lesté son véhicule de manière à atteindre la vitesse maximale. Donc son véhicule pèse, on le voit ici, 150 kg. Et Martin pèse lui-même 68 kg. Donc la masse totale, c'est ça. Il estime sa vitesse en fin de course à 50 km/h, c'est-à-dire que le véhicule ici avance à 50 km/h. Okay. Des freins de vélo à patins dont la force de freinage est de l'ordre de 150 Newton par roue. Donc par roue, on imagine qu'il y a 4 roues. Donc on va avoir des forces de freinage de 150 Newton par roue. Donc ça fait une force de freinage en tout de 600 Newton. On ne sait pas trop si c'est sur 2 essieux ou sur un seul, mais on va mettre le maximum. On va voir si ça passe ou pas. Pour les tests de freinage. Donc le test de freinage, on dit que dans le test de freinage, c'est... je vais voir ici. Donc les caisses à savon seront obligatoirement équipées d'un système de freinage, etc. Il devra réaliser son arrêt sur une distance maximum de 10 mètres. Ça veut dire que 10 mètres plus loin, le véhicule doit être totalement arrêté. Donc on a une distance ici, AB, qui doit faire 10 mètres.
vous parle d'une caisse à savon, bon ça, il n'y a pas trop d'informations importantes, sauf si on ne savait pas ce que c'était qu'une des courses de caisse à savon. Bon, est-ce qu'il va arriver à s'arrêter? Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il va arriver à s'arrêter? Donc, exercice qu'on a finalement déjà traité pas mal de fois. Il faut utiliser ici le théorème de l'énergie cinétique. On a le véhicule est au point A ici, au point B. Sa vitesse au point B est nulle. La vitesse au point A est à 50 km/h. La somme des forces extérieures. Donc, ce théorème de l'énergie cinétique qui s'écrit tout le temps de la même façon. Variation d'énergie cinétique égale somme de travail de chaque force. Ici, comme souvent, comme d'habitude, on peut encore faire le bilan de toutes les forces, mais c'est comme les exercices précédents. Donc le somme du travail de chaque force, c'est 1 demi. Donc la variation d'énergie cinétique, c'est 1 demi de mvb au carré, qui est égal à 0, hein, moins 1 demi de mva au carré, égale travail de cette force ici. Donc travail de la force extérieure, ça va être donc juste la force F fois la distance D. Comme dans les autres exercices, ce terme-là, il est égal à 0. Et ici, on a un signe moins qui apparaît puisque on a un cosinus 180 degrés puisque la force s'oppose au déplacement. Donc on se retrouve avec, comme dans les exercices précédents, un demi de mv carré égale force fois distance. Donc on peut calculer la distance d'arrêt, en fait, de ce véhicule, qui est égal à un demi de mva carré sur F. Alors, un demi de mva carré, donc un demi fois, alors la masse 150 plus 68, ça fait 218. Donc fois la vitesse au carré, donc vitesse, on a ici 50 km/h, donc ça fait 13,9 mètres par seconde. Donc on met au carré. Et on divise par la force de frottement, donc les 600 newtons. Donc tout calcul fait, on tombe sur une distance d'arrêt de 35 mètres. Donc ça colle pas, puisqu'on a demandé que la distance d'arrêt fasse 10 mètres. Donc ça va pas. Un 35 mètres est supérieur à 10 mètres. Donc conclusion, donc les freins de vélo ne sont pas suffisants. Test de freinage. Pas OK, c'est pas bon. Voilà, fin de la correction de l'exercice 11, page 94.